Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de l'EDSUP que vous pourrez voir et revoir sur notre chaîne YouTube. Nous allons présenter aujourd'hui l'ouvrage « Éduquer encore, la petite enfance en mouvement », préfacé par Bernard Gols, qui nous a fait le plaisir d'intervenir pour les 10 ans de la filière en décembre dernier. Donc, nous sommes dans les locaux de l'EDSUP aujourd'hui avec 5 des autrices, les étudiants de 3e année en formation d'éducateurs de jeunes enfants et à distance en mode webinaire avec une soixantaine de personnes, dont une des autrices aussi du livre qui voilà, peut-être nous fera signe tout à l'heure pendant l'intervention. Voilà, vous êtes toutes et tous d'horizons variés. Donc, pour la participation à distance, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Elles seront relayées par Thomas à la technique, le responsable du Centre de ressources documentaires et numériques, en fin d'intervention, donc au moment où on proposera en fait de faire les questions. Nous avons voulu proposer cet ouvrage parce qu'au-delà de la qualité que vous pourrez découvrir des différents écrits et de son originalité, on s'est aperçu que sur les 14 auteurs, en fait, il y en avait 6 qui intervenaient à l'EDSUP dans différentes filières, dans la filière éducateur de jeunes enfants et aussi en formation continue. Donc, sont avec nous présentes cet après-midi Frédérique Brunti, qui est EJE, et coordinatrice de l'ouvrage, Dolores Fernandez, qui est psychologue psychanalyste, Florence Aymar-Ronvaux, qui est sophrologue, Catherine Mukherjee, qui est EJE, et Canty Schmidt, qui est aussi EJE. Frédérique Brunti va débuter l'intervention pour nous présenter la genèse de cet ouvrage. Ensuite, je poserai des questions transverses pour voilà, que chacune des intervenantes puisse répondre aux questions suivant sa spécialité. Et on a prévu un temps de questions-réponses à la fin des interventions. Donc, je laisse la parole à Frédérique. Merci, ça commence bien. Bonjour à toutes. Oui, toutes et tous quand même. Voilà, déjà ce que je voulais dire, c'est que j'assume pas trop d'avoir mon nom en gros juste au-dessus de Bernard Gols, et j'aurais bien aimé qu'il y ait qu'on soit les 13 à figurer sur que nos noms figurent sur la couverture pour des raisons en fait purement d'édition. En fait, sachez, si vous écrivez dans des livres collectifs, qu'il y a beaucoup d'éditions qui refusent en fait de mettre le nom de tous les auteurs. 1001 bébés est la petite exception quand même, parce que vous avez dû voir, hein, j'espère que vous connaissez cette collection 3e année, vous avez dû voir quand même qu'il y a parfois les noms de tous les auteurs, mais Chronique sociale a pas cette ligne éditoriale, je crois que ça se dit comme ça. Donc, c'est parce que c'était une de mes idées que tout le collectif a décidé de me pousser au front et que seul mon nom figure sur la couverture. Mais heureusement, dans les premières pages du livre, il y a une présentation des auteurs et bien entendu le nom de tous les auteurs. Donc, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé beaucoup en crèche parentale et en crèche municipale
auprès des enfants, hein, à quatre pattes sur le tapis de Lego, pour moi, c'est vraiment la base de la recherche et de l'écriture d'ailleurs. Et ensuite, je me suis spécialisée en expression corporelle à l'université dans l'animation, on va dire, en tout cas, tout un travail sur l'expression corporelle pour adultes et pour enfants. C'est ce qui m'a amenée à la formation petite enfance. Et aujourd'hui, je fais de la formation pour les assistantes maternelles en formation continue, les EJE, les auxiliaires de puériculture, le CAP, accompagnant éducatif petite enfance. Et je fais diverses interventions, notamment sur le corps et la pédagogie du mouvement. Moi, c'était vraiment une idée en cherchant en fait des ouvrages sur le corps pour faire mes cours que je me suis aperçue que justement dans les 300 001 bébés qui existent, il n'y en avait pas un seul sur l'expression corporelle et sur le corps de l'enfant. Et donc, j'ai proposé d'abord à une collègue EJE, Kanti Schmidt, et une autre collègue, Malika Wanani, de nous adresser à Métiers de la petite enfance pour faire un dossier spécial sur le corps. Parce que là aussi, dans Métiers de la petite enfance, il n'y avait pas vraiment de dossier consacré à l'expression du corps. Il y a la revue Le Furet qui avait sorti un dossier très intéressant qui s'appelle Envie de mouvement. C'est pas moi qui ai trouvé le titre, mais j'aurais bien aimé. Et du coup, on s'est dit, on va leur proposer 3 articles, chacune un article. Ils ont trouvé l'idée assez bonne. Ils ont publié nos articles, mais pas dans le même dossier. Et ils ont fait donc 3 numéros différents, dont un numéro sur le corps avec des psychomotriciens qui écrivaient sur leurs pratiques à la crèche. Donc, on s'est dit, puisqu'ils ne veulent pas nous réunir, on va le faire toutes seules comme des grandes. Et puis, j'avais quelques contacts. Florence, je l'ai connue grâce à une étudiante EJE qui m'a dit, il faut absolument que vous rencontriez Florence Emma-Ranvaux. Elle est super, elle m'a sauvée d'un burn-out et elle m'a permis de faire la formation de JE parce que grâce à ces séances de sophro, j'ai découvert qui j'étais et qui je voulais être. Et donc, c'était quelqu'un qui a fait la formation du JE. Et donc de fil en aiguille, on a pu se contacter. Il y a une petite maladie qui s'est baladée en 2020 qui nous a quand même, on ne va pas la remercier, mais n'empêche que le Covid a été pour beaucoup dans nos réunions visio et nous a permis aussi de trouver du temps pour écrire. Et donc, parfois, sans même s'être déjà vu en chair et en os, on s'est connecté, c'est le cas de le dire, pour écrire cet ouvrage sur le corps. Ça n'a pas été une commande. Moi, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que chacune et chacun, il y a 2 auteurs, allaient écrire. C'était simplement l'envie de rassembler des professionnels sur cette question du corps et de la liberté motrice. Et il s'est avéré que effectivement, les chapitres se coordonnaient vraiment les uns avec les autres. Et puis, ce livre n'existerait pas et on ne serait pas là si effectivement une ancienne étudiante aussi, éducatrice de jeunes enfants, qui a été journaliste, n'avait pas pris la peine de tout corriger, de tout relire et de rédiger la conclusion, parce qu'elle est aussi dans le livre et je tiens à la remercier. Virginie Péducas a relu et relié, j'allais dire. Et en plus, c'est une compétence, je crois, de DC3, la maîtrise de l'environnement numérique, ça s'appelle comme ça, que personnellement, je n'ai pas. Et donc, elle a tout mis en PDF et on a pu envoyer ça à Chronique Sociale qui a publié le livre. Et puis, effectivement, on a contacté Bernard Gols qui a été assez enthousiasmé de cette initiative-là. Voilà, en gros, comment est né ce livre.
Alors, je vais commencer avec ma première question qui en réunit deux et qui vous permettra chacune aussi de faire une présentation succincte. Donc, est-ce que vous aviez déjà écrit ou fait des recherches sur ce sujet? Bon, tu as un peu répondu, Frédéric, mais voilà, chacune nous en dévoilera un peu plus. Et pourquoi avoir écrit sur le sujet? Donc, si tu veux bien continuer. Oui, peut-être juste compléter, on s'était adressé à Métiers de la petite enfance parce que chacune avait écrit des articles, pas toutes les auteurs, mais certaines, dans Métiers de la petite enfance. Et moi, j'avais écrit un premier article sur les spectacles pour enfants et cette idée que pour les tout petits, présenter un spectacle dans le noir en demandant aux enfants de ne pas bouger, de ne pas parler. C'était quand même un peu surréaliste de leur demander tout ça, d'être sages. Et donc, du coup, je proposais un autre style de spectacle. Et c'est vrai que les choses ont évolué depuis. Et maintenant, il y a des spectacles pour tout petits qui sont dans une autre demande et une autre exigence sur le corps de l'enfant qui laisse l'enfant beaucoup plus libre aussi de s'approprier le spectacle. Donc ça, c'était un premier article que j'avais écrit et la question du corps déjà commençait à m'intéresser. Peut-être Florence, si tu veux répondre à cette question. Oui. Vous m'entendez là? Oui. Donc, oui, effectivement, moi, la question du corps, ben, c'est un domaine que je connaissais bien, puisque lorsque j'ai décidé de me reformer à la sophrologie, ben, j'ai découvert en fait que j'avais un corps, qu'il était plein de ressources et que, en fait, on était vraiment très éloigné de ce qu'il peut nous donner comme information. Et en sophrologie, en fait, on a très peu d'artefacts. Donc, le seul outil avec lequel on travaille, c'est le corps. Et ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est d'accompagner, que ce soit les enfants ou les personnes un peu plus âgées. Ça peut aller, je dirais, de 3 ans, parce qu'effectivement, moi, je travaillais avant de rencontrer Frédéric et les autres auteurs, autrices. Je commence en général avec des enfants qui sont en grande section de maternelle, puisqu'on va leur demander de pouvoir poser des mots sur leurs ressentis, donc de pouvoir commencer à les faire parler, poser vraiment les bons mots. Quand je dis bon, c'est entre guillemets, mais en tout cas, la manière dont ils les ressentent. Ce qui m'intéressait aussi ici, c'était, il y a plusieurs domaines qu'on aborde. Il y a à la fois le domaine du corps, il y a le domaine du mouvement, et un corps qui n'est pas en mouvement est quand même un corps en mouvement, puisque même posé, vous avez le moment de votre respiration qui est toujours là. Il y avait cette notion aussi de pédagogie, de la transmission de la pédagogie, qui est en fait aussi un mouvement, puisque quand on transmet quelque chose, ça part de nous vers les autres, et si on le transmet bien, ça va poursuivre un chemin. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, et j'avais vraiment à cœur de faire comprendre en fait qu'il est vraiment important à un certain moment de s'arrêter et de vraiment reprendre le langage du corps au départ, comme une grammaire, et de ne pas s'en couper. Or, souvent, que ce soit par les dictats sociaux, par l'éducation qu'on a, et nous-mêmes, avec nos propres enfants, et peut-être vous l'avez déjà vu quand vous êtes en stage, souvent on dit à l'enfant « non, ne mets pas tes doigts en bouche, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça », et en fait, on le coupe très tôt de ses ressentis. Et le fait de le couper de ses ressentis, en fait, on le coupe de plein d'indices qui vont lui permettre plus tard à la fois d'autoréguler ses compétences psychosociales, de les mettre en place, et aussi de mieux vivre un certain nombre de situations, et notamment tout ce qui est émotionnel. Et donc, ce qui m'intéressait vraiment dans ce livre, c'était d'avoir l'opportunité, et donc je remercie vraiment Frédéric pour ça, justement d'essayer de faire comprendre qu'à un certain moment, il est important de s'arrêter et de prendre les expériences qu'on a vraiment comme
des indications qui vont nous aider à grandir et qui vont vraiment nous aider à mieux vivre un certain nombre de situations et d'éviter, par exemple, si vous êtes en colère, il va se passer des choses dans vos mains, dans vos pieds, et vous risquez, si vous n'avez pas de clé pour vous autoréguler, d'utiliser en fait mal ce mouvement parce qu'il va être empreint de colère sans que vous vous en rendiez compte. Donc c'était vraiment, voilà, je voulais vraiment faire passer que c'était à la fois un socle pour les apprentissages et à la fois un socle de transmission, mais que le premier travail, il est peut-être d'abord chez nous, chez l'adulte, pour pouvoir le transmettre correctement chez l'enfant. Donc je vais passer la parole à Catherine, que vous connaissez, certaines d'entre vous. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci à l'ETSUP et à l'ensemble de la communauté pédagogique qui est réunie par la liberté de penser, ce qui n'est pas une denrée si simple. Merci également à Frédéric Brunti, qui donc a été à l'initiative de cet ouvrage collectif, puisque, en tout cas pour moi, c'était une première d'une démarche d'écrire à plusieurs mains. D'écrire à plusieurs mains. Est-ce que tu avais écrit déjà? Alors, un tout petit article dans le Sociographe qui était sur l'évolution du regard porté sur l'enfant. Voilà. Alors ensuite, pourquoi avoir écrit sur le sujet? J'ai beaucoup hésité. J'ai même beaucoup freiné, parce que, comment dire? Mon contexte professionnel, principal est le champ de la protection de l'enfance et que, tout ce qu'on peut dire, écrire et partager, de ce que ces enfants donnent à voir et à entendre, il y a toujours la question de: «Est-ce qu'on peut?» Est-ce qu'on peut sortir de cet espace très spécifique et un peu confidentiel? Voilà. D'autre part, je me sentais pas vraiment légitime pour écrire sur cette thématique. Et puis, ce que je me suis dit, c'est que déjà, c'est toujours très bien de questionner ces petites évidences, que la protection de l'enfance, c'est un miroir grossissant de la vraie vie et que ça pouvait être, intéressant de se pencher sur ce que ces enfants ont, à dire. Mais également les professionnels. Et donc, par la suite, parce que je ne connaissais pas tous les auteurs de ce livre, seulement 3-4, je me suis rendu compte que justement, les différents chapitres apportaient un angle un petit peu différent d'un même sujet, mais que, en tout cas, il y avait cette reconnaissance de la place du corps dans les échanges humains et notamment dans l'approche des jeunes enfants. Le livre est ciblé petite enfance, mais va bien au-delà et pourrait s'adresser à d'autres publics. euh, Voilà. Donc, je vais passer la parole à Dolores qui vous propose une approche plus individuelle. D'accord. Bonjour. Je tiens aussi à remercier Frédéric Brunti de m'avoir donné l'opportunité de participer à cet ouvrage et à l'ETSUP de nous accueillir. Donc, pour reprendre la première question, donc j'avais déjà écrit un article dans la revue de l'école des études, c'est l'école des hautes études en sciences sociales, voilà, sur le corps du psychothérapeute, justement.
qui donc a été éprouvé pendant le premier confinement sur l'écoute, puisque dans la communication, il y a le corps aussi qui parle, et dont on était privé, puisqu'on a fait beaucoup de consultations thérapeutiques au téléphone. Et donc, il fallait qu'on écoute avec nos oreilles et notre corps ce qu'on ne pouvait pas voir. Voilà, donc j'avais écrit un article. Dans cet ouvrage-là, je voulais absolument témoigner du corps à corps des tout-petits avec leurs parents, pardon, avec leurs parents et notamment avec leur mère. Merci. Et justement de toutes les projections qu'on peut faire dans ce qu'on peut observer chez l'enfant et son parent, et dans les observations un peu à la va-vite, où on va plaquer un peu notre propre grille de lecture qui est liée à notre histoire, à nos expériences, et où on va imaginer qu'il se passe plein de choses, alors que peut-être parfois, si on prend un petit peu de recul, on voit bien qu'il peut se passer des choses auxquelles on n'a pas pensé, mais que la dyade qu'on observe va nous apprendre. Voilà. Et donc, le mouvement s'inverse un peu. Donc, on est y compris en mouvement dans la pensée. Mais voilà, ça me tenait à cœur de parler de ça, parce que souvent, on plaque assez vite en imaginant détenir un savoir sur telle et telle pratique qui peut se faire entre une mère et un enfant au niveau du portage notamment. Et ça me semblait important, et c'était voilà, très important pour moi de le partager. Je vais donner la parole à Canty. Alors, bonjour à toutes. Merci d'être là. Encore un merci. Et bien évidemment, merci à l'EDSUP, à Marianne notamment, qui nous accueille aujourd'hui, et puis Frédéric, Catherine, Florence, Dolores, et toutes les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, hein, mais qui ont participé de manière égale, puisqu'on a chacune, toutes produites un chapitre pour ce livre. Et donc, voilà, c'est important de le souligner. Alors, moi, je vais parler de ma démarche qui s'inscrit, je dirais, dans mon parcours professionnel. Donc, avant d'être JE, j'étais danseuse. Et puis, c'est en rencontrant des jeunes enfants avec leurs parents lors d'ateliers de danse que j'ai été frappée par la spontanéité des plus petits, c'est-à-dire par ce rapport au corps qui, on va dire, les tout petits n'ont pas vraiment de désir de représentation. Le mouvement part de l'intérieur, il fait sens, et l'esthétique n'est pas quelque chose par lequel ils sont entravés. Il n'y a pas de désir de faire quelque chose de correct lorsqu'un petit bouge. Et à la fois, je me suis rendu compte, du coup, en exerçant en tant que JE, que très, très vite, dès l'âge de 18 mois, 2 ans, c'est trop fort, donc très rapidement, dès l'âge de 18 mois, 2 ans, je me suis rendu compte que les enfants commençaient à avoir des attitudes corporelles normées. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui produit cela? Voilà. Et donc, j'ai eu à cœur donc, de mettre en place des temps où le corps était premier, et où est-ce que j'ai demandé aux professionnels de déverbaliser l'accueil des enfants. Ça peut paraître étrange quand on a passé 3 ans à apprendre qu'il fallait verbaliser. Là, je me suis dit, il y a peut-être beaucoup de verbes. Le verbe est premier et il prend de plus en plus de place, et ça ne va pas s'arrêter puisque les enfants vont aller à l'école, qu'on va leur demander de s'asseoir, qu'on va leur demander d'écrire, d'être dans des périmètres de plus en plus petits, et petit à petit de désapprendre leur corps. Voilà. Et donc, mon premier objectif, il a été de mettre en place des temps qui favorisent le langage du corps, tant celui des adultes que celui des enfants. Voilà. Et donc, c'était une forme pour moi de lutte contre le désapprentissage du corps qui est fait par l'éducation. Voilà, ça c'était mon premier travail, et c'est sur cela que j'ai donc publié et écrit pour les métiers de la petite enfance. Et dans une continuité, puisque avec Frédéric, on a continué à nourrir ce projet de pouvoir écrire un livre, c'est dans cette continuité que j'ai du coup écrit ce nouvel article qui s'intitule « Corps, éducation et pouvoir d'agir, lutter contre les discriminations dans le secteur de la petite enfance ». Car en fait, en cheminant professionnellement, je me suis posé aussi la question, donc ce corps, le système éducatif
vise à le désapprendre. Et une autre question qui était plus sous un angle sociologique, c'est-à-dire que ce corps, il est socialement situé et que dès la petite enfance, eh ben, on peut subir des discriminations. Et comment est-ce qu'on pouvait s'autoriser à penser ces discriminations? C'est un sujet un peu tabou, un angle mort. On pense que la crèche, les établissements d'accueil des jeunes enfants sont perméables aux questions de discrimination. Or, ce n'est pas le cas. Mais il y a très, très peu d'études de recherche pour l'instant sur ce sujet-là. Il en existe, mais elles ne sont pas relayées. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Merci à vous. Alors moi, ce qui m'a énormément plu et parlé dans vos différents écrits, c'est le nombre d'observations. On pourrait parler de vignettes cliniques. Parce que on voit vraiment en quelques lignes en fait votre pratique justement dans différents domaines, et c'est vrai que pour le lecteur ça rattache toujours justement à nos référentiels aussi professionnels, et ça parle en fait ces vignettes cliniques, et ça donne aussi du mouvement dans ces écrits. Voilà, et qu'effectivement, vos différents articles sont très documentés et peuvent aussi aider à approfondir en fait aussi des sujets qui peuvent intéresser justement soit les étudiants, soit les professionnels qui sont qui sont sur le terrain, et voilà, ça nourrit vraiment voilà, de manière très proche par les observations, et réflexive aussi par les apports théoriques, voilà, formule de formatrice, mais en tout cas, les références théoriques qui peuvent justement aider à aller plus loin sur les sujets qui intéressent les lecteurs. Et donc, voilà, c'est le sens de ma deuxième question, qui est quel est votre rapport particulier à cet ensemble, parce qu'effectivement, il y a vos différents articles qui constituent un ensemble. Et donc, Catherine, si tu veux bien commencer. En fait, il n'y a rien de particulier. Parce que l'idée, c'est qu'un enfant est un enfant avant d'être un problème. Et autrement dit, le contexte de la protection de l'enfance est un prétexte, un peu, mais c'est surtout que pour le tout venant, on associe toujours la protection de l'enfance à la maltraitance physique. Et sur le terrain, on essaye de s'employer à, au contraire, s'occuper de la maltraitance psychologique, qui est beaucoup moins visible et qui est beaucoup moins facile à traiter, si on peut employer ce mot-là. Mais en tout cas, on s'aperçoit que la plupart du temps, l'événement déclenchant, ou comment l'enfant envoie un SOS, c'est par le biais du corps. Donc, c'est ça qui m'a un peu intéressée aussi. C'est aussi parce que finalement, ça donne un petit peu l'occasion de, puisque c'est ce qui vient en premier, le corps, hein, puisque par définition, on a tous un corps, c'est de se rendre compte que tous les grands auteurs, finalement, ont parlé du corps. Et qu'à travers ce biais-là, on peut rencontrer toutes ces grandes personnes qui nous ont tant apporté et qui, finalement, au quotidien, face à une petite micro-observation, nous apportent un peu des clés. Eh bien, c'est encore à Dolores de... Le micro comme ça, c'est plus facile.
Merci Catherine. Alors, dans l'article, ou l'apport, c'est un grand mot, mais dans l'article que j'ai écrit, l'idée, c'était de raconter, donc je travaillais en pédopsychiatrie et c'est l'accueil d'une mère avec son enfant. Et si on regarde la diade, on observe comme ça un peu vite fait, on aurait pu se dire que cette maman tenait mal cet enfant, qu'elle s'occupait pas très bien de son enfant. Or, l'enjeu de l'article, c'est de pouvoir montrer qu'en fait, elle s'adaptait tellement bien à cet enfant-là, puisque c'était un enfant avec des besoins particuliers, et que peut-être doit-on faire attention à ne pas se laisser prendre par ce qui vient en premier ou ce qu'on attrape facilement dans l'observation. On s'y accroche, mais peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et donc, ça me semblait important pour nous tous qui sommes face à des tout petits et de pas projeter, comme je disais tout à l'heure, des choses qui ne leur appartiennent pas à eux, mais qui nous appartiennent à nous. Et surtout que les ressentis que nous, on a quand on observe ou quand on est avec des enfants ou des diades, c'est extrêmement important et ça donne sens aussi à ce qu'on observe. Et ça, je sais que l'observation est très importante dans la formation, mais dans la vie aussi. Et c'est vrai que chez les psys, on parle souvent de la tête et le corps, il est toujours très important pour les psys, toujours. Et on n'en parle peut-être pas assez, mais en tout cas, c'est l'enjeu de l'article, c'était aussi de parler de ce que ça m'avait fait à moi, d'observer cette diade, ce que ça m'avait fait à moi dans mon corps, de les accueillir et les difficultés dans lesquelles ça avait pu me mettre dans mon corps. Voilà ce que je peux raconter sans dévoiler la fin. Et donc, je passe la parole à Quentin. Merci Dolores. Donc l'apport donc de cet article que j'ai rédigé pour cet ouvrage, j'ai commencé déjà un petit peu à vous en parler, de comment ce cheminement de pensée m'a amené à penser les discriminations liées au corps et comment dans nos pratiques d'accueil, est-ce qu'on peut du coup d'abord dans un premier temps prendre conscience et donc c'est un peu l'objet de mon chapitre qui est davantage sur essayer un petit peu de décrire les mécanismes qui font que rapidement le corps de l'enfant va être d'une part mis sous contrôle et d'autre part normé. Et donc comment est-ce qu'on continue à préserver cette liberté de mouvement tout en préservant également une liberté de s'autodéterminer et d'agir et de ne pas être prisonnier, entre guillemets, des stigmates corporels que sont le genre, l'origine sociale, etc. Et encore une fois, j'aimerais beaucoup, voilà, suite à ce chapitre, avoir des témoignages, des observations de situations en institution qui interpellent par rapport à cette question, parce que c'est nécessaire de pouvoir la documenter pour pouvoir ensuite construire des pratiques qui permettent de lutter contre ça. Voilà. Et je passe la parole à Florence. Alors, pour répondre à cette deuxième ou troisième question, effectivement, donc je vais rebondir un peu sur ce que disait Canty en début d'intervention. Elle parlait de redonner donc toute la place au langage du corps. Et si vous lisez l'article, donc moi j'interviens à l'article 10, que j'ai intitulé « Le corps, un allié inestimable » et j'ai fait 2 parties, socle des apprentissages et socle de la transmission. J'ai essayé de lier à la fois théorie et effectivement vignette. Donc, il y a toujours un peu de théorie que j'essaye de transmettre et aussi la manière dont, dans mes accompagnements, je suis arrivée à accompagner un enfant pour qu'il arrive lui-même à autoréguler la situation qu'il vit et qui est difficile pour lui, voire pour ses parents. Parce que souvent, les parents amènent les enfants, mais le travail devrait se faire plutôt en amont. Et vous allez voir que je commence en fait en donnant un exemple qui est le mien. Puisque toute jeune sophrologue, j'avais très envie de travailler avec les enfants. Donc, j'avais toute la théorie qui allait bien. Et puis, comme la bonne élève, j'ai construit une séance type. Et puis, je me suis retrouvée face à 3 enfants
Et là, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je vais faire? Ça va jamais aller. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ça sautait dans tous les sens. Je me disais, voilà, je n'y arriverai jamais. J'avais peur qu'il se blesse. Enfin, bon, voilà. Et puis, j'ai compris. En fait, il fallait d'abord que je désapprenne pour apprendre, que je redevienne un enfant, que j'observe, comme le dit si bien Dolores, à la fois ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que j'étais en train de me juger, de culpabiliser, que j'étais en train de juger les enfants, que je posais un cadre, mais qui n'était pas un cadre tel que je le pose maintenant. Maintenant, quand je pose un cadre, parce que j'ai toujours un cadre, mais comme je l'écris dans le livre, il est comme un vent de légèreté, c'est-à-dire que le cadre, il est là, mais pour sécuriser l'enfant, pour lui donner l'attention et l'amour dont il a besoin, et pour pouvoir vraiment se livrer pleinement, tel qu'il est, et trouver ses ressources. Parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse capitaliser sur ses ressources propres. Et à partir de là, je ne vais pas dire que ça a été un jeu d'enfant, mais presque. Et plutôt que d'avoir des exercices tout faits, je dirais j'ai un ensemble de pratiques. Et en fonction de ce que l'enfant me montre qu'il a besoin, nous allons ensemble inventer un jeu. Et c'est lui qui va me montrer. Je ne vais jamais lui dire qu'il ne respire pas bien ou pas bien. Je ne vais jamais le mettre en difficulté. Je ne vais jamais lui dire qu'il doit lever son bras comme ça ou lever son pied comme ça. Que si on fait le volcan, le volcan, c'est comme ça qu'il fait, que la fusée, c'est comme ça qu'elle s'envole, que le spaghetti, il est comme ça. Mais en fait, il va s'approprier le mouvement. Et puis, il va toujours avoir un temps de pause. Et là encore, le temps de pause, il le fait comme il veut. Debout, assis, couché, une jambe en l'air, enfin, peu importe. Mais où il va se poser dans une observation, lui aussi. Et essayer simplement de dire, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que maintenant que j'ai travaillé avec toi, est-ce que la zone d'inconfort dans laquelle tu es arrivé, maintenant, ça peut être une zone de confort? Et en fait, c'est comme ça qu'on progresse ensemble. Et vous allez voir dans les vignettes qui sont là, comment on part d'une situation sans vraiment poser la problématique, parce que si on se focalise sur la problématique, on oublie la ressource. Parce que l'enfant, il a besoin de quoi, en fait? S'il est en colère et qu'on le stigmatise dans sa colère, la première chose qu'on a envie de faire à un enfant qui est en colère, c'est de lui demander de se calmer. Or, il n'est juste pas en mesure de se calmer. Donc, la première chose à lui demander, c'est d'exprimer sa colère. Et donc, voilà, exprimer une colère, c'est... Vous savez bien, vous, quand vous êtes en colère, hein, c'est certainement pas vous calmer que vous devez faire, c'est sauter, c'est crier, c'est bouger, c'est taper du pied. C'est très amusant de voir quand on leur demande de jouer la colère avec nous, parce que aussi je fais tout avec l'enfant. Donc, je joue la colère, je me roule par terre s'il faut, je crie s'il faut, on le fait ensemble. La première fois que je leur demande de jouer une colère, quand on les amène pour une colère, je leur dis qu'ils peuvent taper du pied. Ben, ils ont oublié comment taper du pied. Hein. C'est tout juste si on entend du bruit. Alors, je dis, mais tu veux que je te montre, moi, quand je suis en colère, comment je fais? Elle me dit, ah, t'es en colère aussi, toi? Ah ben, je dis, oui, je suis en colère souvent. Ah bon, qu'ils me disent? Ah ben, je dis, oui. Du coup, la colère devient quelque chose qui est autorisé. Voilà, c'est cool, alors. Et puis alors, commence à frapper du pied. Et au fur et à mesure, ça y est, la colère, elle sort. Et puis, vous les entendez, ah, ça fait du bien. Et puis après, ils continuent à se livrer et puis ils vous disent, oh, mais tu sais, si vraiment je te fais la colère comme je le fais à la maison, il va falloir que tu te bouches les oreilles, hein, Florence. Je dis, c'est pas grave, je vais me les boucher. Et voilà. Et progressivement, il est en confiance et il va vraiment commencer à, se rendre compte qu'il peut vraiment exprimer. 2, qu'en exprimant, il découvre en fait que c'est là un temps, mais que ça ne lui appartient pas, qu'il n'est pas que ça, qu'il ressent quelque chose qui est pendant un moment transitoire à l'intérieur de lui, mais qu'on peut s'en libérer. Et
ce qui est le plus merveilleux, c'est quand ils reviennent vous voir et vous dire « Oh, tu sais, là, j'ai senti que ça arrivait. Et je me suis dit que je pouvais aller chercher ça. Et j'ai fait ça. Et finalement, je suis redevenue le volcan qui dormait. » Et là, vous voyez un grand sourire, vous voyez des étincelles dans les yeux, et vous vous dites, ça ne fera pas le même adulte. Et ça, vraiment, je pense que l'apport, enfin, ce qui était important pour moi, et je suis profondément convaincue que plus on va leur donner des outils tôt, plus on va faire des adultes différents. Et c'est vraiment l'apport que j'avais envie de mettre en espérant que, pour les plus grands qui n'ont pas eu la chance d'être accompagnés quand ils étaient petits, de se dire qu'il n'est jamais trop tard, hein, on est tous des enfants encore à l'intérieur de nous. Donc, on peut commencer à s'observer d'abord sur des petites choses. Et puis, pour les autres, d'avoir envie de donner aux enfants tout petits, même alors qu'ils ont quelques mois, parce qu'on peut déjà, quand on voit qu'ils sont en colère, on peut s'amuser avec eux gentiment en leur demandant l'autorisation, mais juste leur secouer les mains un petit peu, en leur disant, voilà, on va faire la petite marionnette, on va jouer un petit peu avec les doigts, on va faire le piano, enfin, peu importe, mais pour que déjà cette colère, elle sorte et qu'ils s'apaise, que ce soit 2 mois, 3 mois, 4 mois, et aussi de pouvoir nous exprimer, leur dire simplement, tu sais, aujourd'hui, je suis fatiguée, et je sais que je suis fatiguée parce que voilà, et c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile pour moi aujourd'hui d'entendre tes pleurs, d'entendre tes cris, mais c'est pas grave. Ensemble, on va poser les choses et puis on va s'harmoniser et puis la journée va bien se passer. Donc maintenant, je crois que Frédéric va pouvoir compléter et puis vous passer toute son expérience par rapport à ça aussi. On va l'arrêter. Ah, d'accord. Ah oui, ça aide. Merci. Merci beaucoup. Donc, en gros, l'idée, c'est que mon chapitre s'appelle Liberté motrice et liberté de penser, un parcours semé d'embûches, pardon. Et c'est cette idée que peut-être que si on faisait des parcours moteurs un peu plus souples, l'idée que les enfants pourraient danser aussi tous les jours de façon libre, peut-être que ces enfants-là seraient aussi moins hyperactifs, c'est comme ça qu'on dit, moins insupportables, moins pénibles, moins moteurs, hein, on dit, hein, on a un groupe très moteur. Ah oui, heureusement. Et que peut-être c'est pas dangereux non plus d'avoir un groupe d'enfants qui bougent et qu'on va pas forcément être dépassé et que son autorité ne sera pas mise en danger. Et samedi, j'étais aux 50 ans à l'anniversaire des 50 ans de la profession de JE, qui était organisée par la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants. Et une des intervenantes a dit un mot qui m'a fait sourire, « N'ayez pas peur ». Et je pense que quand les adultes arrêtent d'avoir peur des enfants, arrêtent d'avoir peur d'être débordés, dépassés,
par les enfants, ben, on va commencer à se soulager un petit peu, à s'apaiser et peut-être que les enfants seront plus tranquilles aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos explications. Et donc, j'en viens à ma troisième et peut-être dernière question. On verra si on a encore du temps pour laisser aussi suffisamment de temps aux questions dans la salle et puis les questions qui sont posées sur le webinaire. Donc, quel est votre message à travers cet article, en tout cas aussi à travers votre présence aujourd'hui, à destination des étudiants de troisième année qui sont avec nous en direct aujourd'hui. Et puis aussi des étudiants qui peuvent être en cours de formation et aux professionnels qui sont déjà sur le terrain. Je veux bien, Florence, si tu veux bien commencer. Ouais, le micro est très fort maintenant. Ok, ça va comme ça? Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ben, je pense que vous l'avez compris, hein, si je devais vous donner un message, c'est... et je vais rebondir sur Frédéric maintenant, hein, merci. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre corps. N'ayez pas peur des enfants. Et ce week-end, samedi, j'étais en animation, formation avec les assistantes maternelles, justement, sur les émotions. Et je leur disais que souvent, en tant qu'adulte, on pose un cadre par rapport à nos besoins. Quand on est maman, on va poser un cadre par rapport à nos besoins quand ils sont petits, par rapport à nos besoins quand ils sont ados. Et finalement, on donne de moins en moins de liberté. Et en fait, si on se posait la question à chaque âge important des enfants, des ados, quels sont leurs vrais besoins, on poserait peut-être un cadre différent, en sachant que les tout-petits, ils ont besoin de sécurité et d'amour, que les ados, ils ont souvent surtout besoin de liberté et d'avoir l'impression de décider, et que c'est important déjà de nous de travailler sur nos propres peurs, parce que si on arrive à s'autoréguler et à se rendre compte des peurs réelles et imaginaires, on va probablement laisser un peu plus de liberté. Et donc, je dirais, voilà, redevenez des enfants dans le sens, essayez de voir quelles sont les sensations qui vous traversent quand vous êtes gai, quand vous êtes triste. Et souvent, je me rends compte, voilà, si je vous posais la question maintenant, qu'est-ce qu'un corps joyeux? En d'autres termes, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes joyeux? Est-ce que votre corps est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Quel est le mouvement qui est associé? Qu'est-ce qu'un corps triste? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'un corps qui a peur? Pas dans la tête, dans le corps. Et maintenant, de quoi j'ai besoin pour amener autre chose? Eh bien, vous verriez que la réponse, elle est très difficile maintenant si vous n'êtes pas connecté. On parlait de connexion tout à l'heure, et qu'on est vite déconnecté par rapport à notre corps. Donc, l'idéal dans une journée, je dirais, c'est de commencer connecté quand on se lève le matin, de voir comment on est, de s'autoréguler, et que toutes les fois on est de nouveau déconnecté, de revenir. Effectivement, ça peut être fatigant au début parce que voilà, c'est en permanence, mais avec l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui devient assez intéressant et facile à faire. Et l'important aussi, c'est d'avoir la parole vraie, parce qu'un enfant qui est là, si vous n'écoutez pas, si vous n'entendez pas son message, ça va créer beaucoup de vide autour de lui, beaucoup de chaos. Mais si au contraire, votre parole ou votre comportement est faux, parce que vous êtes énervé et que vous allez lui dire « tout va bien », enfin voilà, l'enfant va se construire autour de cette fausse parole. Et il risque en fait de penser, de continuer à grandir
dans l'idée que peut-être certains comportements ne sont pas adaptés ou que lui pensait qu'en fait vous étiez stressé, vous lui dites non, non, non. Et donc, il est un peu perdu. Donc, c'est important d'avoir une parole vraie, une posture vraie et en permanence, en fait, d'observer. Enfin, je reviendrai toujours à la même chose, d'observer le corps et puis de vraiment être vraiment en permanence en dialogue avec. Et maintenant, je pense que je passe la parole à Catherine. De nouveau. Ouais, Canty. Non, c'est Canty. Oh, pardon, Canty. Oui, alors un message, c'est difficile d'en trouver un seul, mais je crois que voilà, si je devais vous en adresser au moins deux, le premier, c'est, je parlais de désapprentissage du corps. Il se trouve que les enfants qu'on accompagne, ils n'ont pas encore oublié leur corps, alors que nous, probablement en partie. Donc, laissons-les nous réapprendre aussi. Quand je parle de favoriser le langage du corps, c'est qu'est-ce qu'ils nous apprennent, ces enfants-là qu'on accompagne tous les jours, et de ne pas avoir cette vision verticale de ce que c'est que de s'occuper d'un enfant. Mais être auprès d'un enfant, c'est aussi recevoir ce qu'il nous apporte et se questionner sur qu'est-ce que nous produisons corporellement avec les enfants. Donc, Florence, tu en parlais bien, d'être connecté avec soi-même. Les recherches montrent que le modèle postural d'un bébé est complètement relié avec celui de son entourage. Ça veut dire que la manière dont vous allez être soit déployé, détendu, ou bien alors tendu, refermé. Ça ne va pas dire la même chose et ça ne va pas laisser l'ouverture aux mêmes échanges. Voilà. Donc, laissez les enfants aussi s'occuper un petit peu de vous, vous toucher, pourquoi pas, s'allonger tous ensemble dans une pièce, adultes comme enfants. La motricité, on entend souvent comme quelque chose d'un défouloir. Or, la motricité, ça peut être aussi se détendre et se recharger ensemble et du coup, installer une certaine horizontalité. Deuxième message, c'est que mon mouvement à moi, donc d'écriture, il est parti de mon histoire personnelle et de mon parcours professionnel. Et je suis sûre que chacune d'entre vous ici, vous avez toutes des choses très contagieuses à laisser fleurir de vos talents, de vos centres d'intérêt. Donc, ne vous limitez pas et soyez créative et généreuse de ce que vous êtes. Voilà. Comme disait Canty, c'est pas facile de dire une chose. Moi, pour finir, c'est que le corps, c'est votre outil. Donc, on a tous une histoire avec son corps, telle qu'elle soit. Le corps, c'est aussi un outil de travail qu'on a. Le mieux, c'est de mieux le connaître encore plus parce qu'on se connaît encore mieux, que d'accueillir le mouvement en soi permet aussi d'accueillir le mouvement chez l'autre. Et pour revenir sur ce que disait Canty, la posture de l'autre, ça marche aussi pour les adultes, c'est-à-dire quand vous êtes accueilli avec quelqu'un qui est affalé sur sa chaise ou au contraire très tendu comme ça, vous avez déjà des informations sur ce que vous projetez, sur comment ça va se passer et que on projette sur le corps des autres, mais notre corps aussi, les gens projettent sur nous. Donc, il y a tout ça à explorer avec les enfants. Avec vous-même et voilà, et faites-vous confiance. Et je passe la parole donc à Catherine. Est-ce que les propos de Canty résonnent fort et ce que je dirais de manière très très synthétique, c'est qu'au cours de ces 3 ans, vous avez parfois souffert pour lire et pour écrire. Et qu'avec le recul, vraiment, ne vous privez pas de ça. C'est d'écrire notamment. C'est vrai, vous avez toutes des choses vraiment très intéressantes à partager et que d'autres apprécieront de lire, dont moi. Alors, Frédéric, oui. Ah ben,
Alors que je l'éteigne pas ce coup-ci. Oui, ben moi, ça m'inspire beaucoup tout ce que vous venez de dire. Effectivement, en préparant cette intervention, la première chose qui me venait dans ce message aux étudiants, c'était aussi d'être que vous soyez à l'écoute de vous-même. Il y a une formation pour les assistantes maternelles qui s'appelle Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et je me dis que tout le monde devrait s'inspirer de cette formule parce qu'on ne peut pas être à l'écoute de l'autre si soi-même on ne s'entend pas et qu'on ne s'écoute pas soi-même. Donc déjà, c'est hyper important non seulement de se connaître, mais d'être à l'écoute de ses émotions, de son corps, de sa fatigue, de ses douleurs, de ses tensions. Et la créativité, moi, je pense que c'est la base aussi de la solution pour sortir de la routine, de sortir de la fatigue. La couverture que vous voyez derrière moi, la couverture du livre, elle a été dessinée par une JE qui est à la retraite maintenant et qui n'a pas cessé et qui ne cesse pas d'ailleurs de créer, de peindre, de fabriquer des marionnettes, de s'enrichir, d'écrire et de lire. Et je pense que c'est la fontaine de jouvence qui va nous permettre d'être des EJE jusqu'à la retraite, si l'on peut dire, s'il y en a une, et donc qui va nous permettre aussi de continuer à créer, d'inventer des solutions, de s'adapter aussi. Et la créativité, ça va être vraiment ce qui va vous permettre aussi d'aimer ce métier avec passion, je l'espère. Écrivez et lisez, c'est sûr que ça, c'est un étudiant éducateur qui nous avait transmis cette idée que c'était bien un EJE qui écrit, qui fait des observations dans une crèche ou ailleurs, mais qu'en plus, vous donnez envie d'écrire à toute l'équipe et quand vous autorisez aussi chacune et chacun à faire des observations, hein, quand l'EJE n'est pas le seul à être celui qui réfléchit et les autres qui agissent. Et quand on réfléchit ensemble, quand on observe ensemble et quand on confronte ces observations, c'est une richesse pour tout le monde. Donc, autorisez-vous à écrire et autorisez les autres aussi à écrire sur vos pratiques. C'est pas tellement dans la culture professionnelle, notamment en crèche, peut-être plus en milieu spécialisé, mais écrire, avoir un journal de bord, pourquoi pas un journal de bord commun où chacune et chacun écrit, eh bien, c'est une richesse énorme. Ça fait pas un cadavre exquis comme les surréalistes. Ça fait au contraire un patchwork de ressentis, de sensations, de regard sur l'enfant. Et c'est vraiment très, très riche. Et je finirai en parlant encore de samedi dernier, parce que la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants est très active dans tous les départements et très porteuse aussi d'espoir et de projets, et on en a besoin. Eh bien, à la fin de cette journée, les paroles qui ressortaient, c'était que les EJE étaient des gardiens d'humanité. Et que avant tout, il fallait quand même rigoler ensemble et que c'est ça qui allait nous sauver. Donc, du coup, je vous transmets ça parce que ça a été une parole, moi, qui m'a touchée, de continuer à militer, mais pas dans la détresse, pas dans la souffrance, mais garder un petit peu de distance et d'humour par rapport aux situations. C'est peut-être ça aussi qui va nous aider. Et c'est Sylviane Jampineau, qui a écrit le rapport Jampineau, ça doit vous dire quelque chose, qui concluait aussi cette journée en disant que quand on travaille avec le tout petit, le corps, c'est le premier langage et le premier support de communication. Donc, je vous livre cette idée parce qu'elle a écrit notamment La petite enfance à corps et à cœur, qui est publiée aussi chez Mille et un bébés.
Et ça me parle d'autant plus que c'est le nom de la compagnie de danse-théâtre. Et c'est pas, hein, c'est pas, voilà, c'est un bel hasard. Elle ne me connaissait pas à l'époque, mais en tout cas, oui, cette idée de connaître la petite enfance à corps et à cœur, c'est peut-être quelque chose qui va faire de votre métier le plus noble et le plus passionnant de ce travail-là. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec les questions. Je me tourne vers les moyens techniques pour savoir s'il y en a au niveau du webinaire. Comme ça vous laisse un petit temps de pause dans la salle pour réfléchir à des questions à nos autrices. Thomas? Oui, Marianne, effectivement, on a des premières questions venant des personnes connectées au webinaire. Donc, une première question, le respect du corps de l'enfant passe évidemment par la motricité libre, mais cette dernière n'est-elle pas liée également au jeu libre? Est-il raisonnable d'envisager ce concept dans des activités dirigées, souvent utilisées par les pros de la petite enfance pour valoriser le travail? Alors, qui se sont inspirés par cette question, Canty? Oui, donc j'ai retenu deux choses dans la question. C'était la question du jeu libre, du respect du corps de l'enfant et de la motricité libre. Après, sur la question de la gratification des activités dirigées, sur la fin de la question, j'ai moins compris voilà, quelle était la réponse recherchée. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que permettre à un tout petit d'évoluer avec du coup l'application de la motricité libre, ben, évidemment que ce sont les prémices du jeu libre, puisque l'enfant va être autonome dans son activité. C'est lui qui va choisir les objets vers lesquels il va se diriger pour les découvrir, et ainsi de suite. J'ai envie de dire que c'est une suite logique. Lorsqu'un enfant a été placé donc, en situation de liberté de mouvement, il aura bien sûr un jeu extrêmement riche, créatif et autonome. Rebondir justement sur la fin de la question, ça me faisait penser à un article du Furet qui s'appelle « Les parents attendent des produits finis, et alors ?» J'aime bien la fin du titre parce que en fait, cet article dit que oui, le cadeau de la fête des mères, on en est bientôt là. Je sens que j'ai encore déjà des boutons qui poussent rien qu'à cette idée. Effectivement, le collier de nouilles et le cadre avec des grains de maïs, c'est une attente, mais c'est peut-être une attente parce que la qualité de nos transmissions est parfois moins valorisante sur une tour de cubes que sur un papier avec 3 gommettes dessus. Et du coup, si on a, toujours pareil, hein, une observation fine, valorisante du jeu libre, si on a quelque chose à apporter aux parents qui attend en fait de savoir juste si son enfant a été heureux à la crèche, eh bien, je pense que le collier de nouilles sera moins attendu. Et ça a été vraiment vu dans les structures. Quand on valorise l'enfant et sa journée, et tout ce qu'il a fait durant la journée, les parents sont moins en attente d'une production finie. Donc, c'est peut-être aussi la qualité de nos transmissions qui va permettre justement à ce que les attentes des parents soient moins sur une production concrète. Autre question, alors qui va sans doute faire sujet à débat. Comment vous positionnez-vous sur le plan du rapport au corps dans la bataille médiatique qui fait des ravages sur les réseaux entre les pros et les anti-éducation positive? Vaste sujet. Alors, on va pas y répondre là parce que c'est très, très long. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il faut absolument opposer à chaque fois les visions. En tout cas, ce qui ressort là de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est que si on observe l'enfant et si on lui laisse une marge de manœuvre avec son corps,
il va pas non plus faire n'importe quoi. Enfin, on en revient sur les peurs. C'est-à-dire, c'est comme si on lui laissait un peu de liberté et d'un coup, oh là là, tout allait s'effondrer. Ça fait partie de nos peurs. Et que accueillons ce qui vient et voyons après ce qu'on en fait avec l'enfant, avec les collègues, avec en tout cas, mon expérience lorsque je mène des groupes d'analyse de pratique dans des haltes garderies ou des crèches, enfin des accueils du jeune enfant, c'est que quand on pense son corps et le corps de l'enfant, tout va quand même beaucoup mieux au sein des sections ou au sein de l'accueil des enfants. Donc, je vais laisser mes collègues compléter, mais si on resitue un peu ce débat-là du point de vue de l'enfant, de sa liberté de mouvement et de la liberté que nous, on s'autorise aussi à avoir avec lui, tout se passe quand même mieux, je crois. Qui veut compléter ? Donc, comme Dolores, je veux dire, on ne va pas peut-être débattre sur le sujet parce que déjà positif, on a tous une définition du positif. Moi, j'aimerais plutôt juste dire que si on veut vraiment mettre en œuvre ce positif, c'est plus dans, de nouveau, l'observation. Essayons de mettre en valeur ce que l'enfant fait bien. Essayons de valoriser sa ressource plutôt que de voir ce qu'il ne fait pas bien et de vouloir l'amener à ce que nous, on aimerait qu'il fasse. Donc, quand moi, je suis dans une démarche, je ne vais pas mettre un objectif, si ce n'est de lui faire prendre conscience de sa ressource et de le valoriser en permanence, de ne pas le mettre en difficulté. Et pour moi, c'est ça, en fait, cette approche, parce que ce n'est pas l'absence de cadre, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ça ne structure pas du tout un enfant. Et puis, on oublie souvent que notre rôle, je dirais, d'éducateur, qu'on soit parent ou accompagnant, c'est aussi de préparer l'enfant à devenir, à avoir un comportement qui soit aussi socialement acceptable dans la société qui sera la sienne demain. Et donc, justement, essayons vraiment de le valoriser avec des mots bienveillants et de voir ce qu'il fait bien et de l'ouvrir à ce qui est beau autour de lui, plutôt que de le mettre toujours en garde, faire oh, « fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Oh, regarde l'arbre comme il est beau, regarde les oiseaux comme ils sont beaux, regarde les ailes comme elles se déploient, elles sont ouvertes » et de lui transmettre plutôt ça. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment mettre par rapport à ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Je ne sais pas si ça répond exactement à cette question, mais spontanément, dans les transmissions, il y a une énorme place au corps. Et c'est le mot positif qui m'a, par association d'idées, fait penser à ça, de ce plaisir, presque de cette jubilation des premiers pas, de la première dent, de la première diversification, etc., etc. Et que, assez spontanément, les parents comme les professionnels, en tout cas avec les plus petits, les bébés, échangent essentiellement sur des questions autour du corps. Et inversement, les productions, etc., effectivement, cette question, en fait, je pense qu'elle traduit un manque de notre part, de communication sur ce qui a fait peut-être l'essentiel de la journée de l'enfant ou sur ce que lui-même a envie de transmettre de sa journée. Et voilà ce à quoi ça m'a fait penser par ce terme d'éducation positive, parce que l'éducation négative, ce serait quoi alors? La maltraitance? Le rapport EGace? C'est quoi?
Alors justement, je voulais juste finir sur l'injonction du positif. Voilà. C'est-à-dire qu'on a aussi le droit de se tromper, on a le droit d'essayer, de se risquer, dans une certaine mesure, hein, évidemment. Ça va sans dire, mais cette injonction du positif, elle est quand même à interroger. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions ou bien quelles sont les questions qui se posent dans la salle? J'ai vu des réactions au cours des différentes interventions. N'hésitez pas à intervenir, rebondir sur des idées que vous avez entendues. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le webinaire, Thomas? Pas d'autres questions? C'est bon pour vous? Oui? Hmm. Oui, 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 c'est pas forcément des questions, ça peut être aussi des partages. Bonjour. C'est pour dire qu'au cours de notre formation, on a étudié un petit peu effectivement le corps, mais peut-être plus d'un côté psychomoteur avec des psychomotriciens. Est-ce qu'il y a une place pour eux dans votre ouvrage ou... Et quelle a été leur approche, quelle a été la différence de leur approche avec la vôtre, par exemple, la complémentarité? Le Loutre a écrit Le corps de l'enfant au carrefour entre tonus, sensorialité et émotion. Il vous en parlera mieux que moi. Hein. Il y a Sophie Aubrespin qui a écrit Le corps langage. Et t'envoies une autre. Oui, oui, effectivement, c'était aussi notre volonté de nous adresser à des psychomotriciens, puisque le travail de l'EJE est à la fois complémentaire et à la fois différent de ceux des psychomotriciens. Et je vous avoue que pour écrire l'article sur les parcours moteurs, moi, je suis allée aussi voir du côté des psychomotriciens ce qu'ils en pensaient. Et Sophie Aubrespin, justement, qui travaillait avec moi et qui donnait les cours de psychomotricité pour les auxiliaires de puériculture, m'a dit, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait un début et une fin au parcours moteur, qu'il y ait une entrée et une sortie, parce que ça leur permet quand même de se structurer, de structurer l'espace, etc. Donc, du coup, j'ai trouvé que, en fait, tous ces regards étaient vraiment intéressants. Et d'ailleurs, Sophie assiste au webinaire si tout va bien. Donc, si jamais elle voulait intervenir et effectivement envoyer un petit mot, on est tout à fait intéressé par sa réponse et par son regard. Mais si je peux, moi, y répondre, c'était une volonté, effectivement, de trouver des psychomotriciens qui écrivent, bien sûr, dans l'ouvrage, hein, parce que c'est le corps et le cœur de leur métier, et aussi ce travail en complémentarité, parce que de plus en plus, les psychomotriciens, justement, travaillent en crèche, pas seulement en milieu spécialisé, pas seulement dans la rééducation, et utilisent, comme les EJE, le jeu comme médiation thérapeutique aussi avec les enfants. Donc, effectivement, c'était une vraie volonté de les faire intervenir. Aurélien Leloutre, je l'ai rencontré dans un colloque organisé par la MDPH à l'hôpital Georges Pompidou, un colloque qui s'appelle « Mieux communiquer pour mieux soigner ». Et il faisait une intervention sur le corps. Donc, je suis allée le voir et je lui ai demandé s'il voulait bien écrire dans notre livre. Et il a dit oui. Et il a parlé beaucoup de motricité libre et de tous les instruments. Moi, j'appelle ça les instruments de torture, mais dans la pub, c'est des instruments de puériculture. Ça finit pareil, hein, vous remarquerez. Et tout ce qu'on achète pour l'enfant, pour le mettre dans des situations qui ne facilitent pas du tout la motricité, ni le corps, ni l'expression. Et donc, il évoque ça dans son article. Je peux continuer?
Alors, pour revenir sur la psychomotricité, donc il y a psycho-et-motricité, comme son nom l'indique, mais pour vous partager mon expérience en pédopsychiatrie où on accompagne toujours dans ce service-là des enfants avec des développements un peu particuliers qui leur est propre. On travaille beaucoup avec les psychomotriciens et les psychomotriciennes qui sont des stars pour ces enfants-là. C'est-à-dire que c'est les professionnels qu'ils préfèrent dans tous les professionnels auxquels ils ont affaire et dans leur prise en charge, parce que comme ils ont un développement différent, en fait, le psychomotricien ou la psychomotricienne prend vraiment en charge comment ils habitent leur corps, comment ils se le représentent, jusqu'où va leur corps, où est-ce que ça s'arrête, quelles sensations ça fait, etc. Et donc, ils ont effectivement plein d'outils pour ça. Ils bricolent beaucoup, d'ailleurs, les psychomotriciens. Et les enfants, en tout cas dans le service de pédopsychiatrie où j'ai travaillé de nombreuses années, c'était vraiment le corps de métier qu'ils préféraient dès qu'ils voyaient arriver le psychomotricien pour une prise en charge. Ils étaient heureux comme tout, parce qu'il y avait vraiment une prise en charge de leurs sensations. Alors, plus que dans d'autres corps de métier, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça a fait émerger des remarques, des interventions dans la salle? Des questions, n'hésitez pas. Après, il sera trop tard. Sarah? Merci. Oui, après, j'ai une voix qui porte, donc ça devrait le faire aussi. Je voulais rebondir sur plusieurs choses et aller un peu plus loin sur l'idée de croiser les regards avec que Gaëlle a apporté sur les psychomotriciens. Donc, il y en a qui ont écrit des articles dessus. Et aussi sur un moment, vous parliez de liberté motrice et liberté de pensée, donc d'expression. Et on entend beaucoup ce concept un peu l'éveil corporel, qui veut, on peut y mettre tout ce qu'on veut dessous. Est-ce que ça a été abordé et aussi le rapport au corps, l'expression artistique, comme vous étiez danseuse aussi, est-ce que c'est des choses sur lesquelles l'ensemble du collectif est parti ou c'est encore peut-être le second tome, je ne sais pas. Alors, ça a été abordé dans certains écrits, hein, cette importance de faire une place, en tout cas, à ces moments, justement, d'expressivité par le corps. Après, je crois qu'on est toutes et tous d'accord pour que ces moments-là soient des moments gratuits, c'est-à-dire que ce n'est pas des moments de productivité, ni non plus des moments éducatifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre aux enfants à danser, apprendre aux enfants à faire tel ou tel mouvement, mais c'est plutôt susciter du coup une expressivité par le corps et la favoriser aussi, c'est-à-dire ne pas attendre que juste qu'elle arrive ou c'est au moment où on met la musique que c'est le moment d'eux, mais que ça puisse aussi déborder ces temps-là plus formels dans l'informel, où est-ce que les enfants et les adultes, j'insiste encore, vont pouvoir au fur et à mesure se sentir autorisés à avoir un rapport au corps beaucoup plus intérieur, beaucoup plus spontané. Et ça implique pour cela que l'on pense tous les moments du quotidien comme des moments où l'enfant ne soit pas captif de ce que l'on propose. Je pense au temps justement de spectacle, mais aussi au temps de lecture, au temps de diapositives. Voilà, je me souviens d'un temps de diapositive où la règle était que les enfants devaient rester assis, mais en fait, c'était impossible et c'était complètement incohérent. Et à partir du moment où on a laissé les enfants interagir avec les images sur le mur, ces moments-là sont devenus agréables pour tout le monde, les adultes comme les enfants. Donc, je pense que voilà, l'éveil corporel, effectivement, c'est un mot qui est très utilisé, comme vous dites, et qui englobe beaucoup de choses. Je pense qu'il faut penser le corps de l'enfant dans le quotidien et à tout moment, que ce soit une sortie, un accueil, un moment de soin. Voilà.
Ça doit faire partie intégrante de notre travail et notre expression du corps aussi, elle doit être aussi spontanée. Ce qui implique aussi peut-être de travailler pas mal avec des sophrologues pour aussi prendre conscience de nos propres tensions, de nos propres expressions, notamment du visage, puisque l'enfant et le tout petit s'accrochent énormément à ce que nous dégageons. L'attention, le dialogue tonico-émotionnel qu'évoquait Canty tout à l'heure, mais aussi ce qu'on projette nous sans forcément en avoir conscience. Donc, quand on en a conscience, eh bien, du coup, on est un peu réconcilié avec nous-mêmes et du coup, on peut aussi faire passer des choses et s'autoriser et autoriser l'enfant à s'exprimer. Effectivement. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu les chapitres de chacun, c'est cette notion de liberté et de confort qui est donnée à l'enfant ou pas, malheureusement, selon les institutions et selon les cultures professionnelles de chacun. Ça marche là ou pas? Oui. Non, mais peut-être que quelqu'un voulait interrompre. Quelqu'un veut rebondir sur ce que tu viens de dire, Frédéric? Catherine? Oui, j'interviens. Qui est sur le chat. Ah, pas de souci. Et notamment le lien mère-enfant, la fameuse parentalité, je trouve ça toujours, comment dire, merveilleux. Et cet ajustement dans le portage. Et ça m'a évoqué un des chapitres aussi de Marie-Josée Quesnel sur les gestes professionnels. Et par association d'idées, ça me faisait penser aussi à ça. C'est-à-dire, finalement, on a une certaine posture pour porter les enfants. Et au fur et à mesure, on est amené à porter un enfant, pour prendre que cet exemple de notre cher Donald, eh bien, il y a un ajustement où tout ça se passe assez rapidement, un moment où tout le monde est bien, l'enfant, mais aussi le professionnel ou la mère, enfin généralement la mère, mais ça peut être évidemment quelqu'un d'autre. Et cette créativité, elle est dans aucun projet d'établissement ou chose formalisée. Et à tout moment, on voit ça aussi, par exemple, sur certains aspects de l'OXI, dans cet ajustement, par exemple, l'histoire de la double cuillère, enfin, moi, j'aime bien les toutes petites choses microscopiques qui font notre quotidien. Et là, il y a cette créativité corporelle. Il y a Dolores aussi. Oui, je voulais vous partager en fait une expérience et rebondir sur ce que on dit Canty, Frédéric, Catherine. Donc, on parlait justement de laisser le mouvement libre s'immiscer tout le temps. Et donc, j'ai un petit garçon en ce moment qui est en grande section de maternelle, qui vit des choses un petit peu difficiles. Et bon, il sait que quand il vient à la maison, il découvre la pièce libre. Et c'est lui qui choisit où il met les tapis, ce qu'il va chercher. Enfin, voilà. Et ce jour-là, la maman voulait me partager quelque chose. Il avait une journée un peu difficile. Donc, l'enfant est allé dans la salle qu'il connaît bien. Donc, j'ai rien de dangereux, donc il peut y rester. Et quand je suis arrivée, il était couché avec un doudou. Dès qu'il m'a vu, hop, il s'est redressé. Bon petit soldat, oui là. Puis je lui dis, mais Éloane, je lui dis, tu sais, il n'y a pas de souci, c'est la position que tu as choisie aujourd'hui. Et là, il m'a regardé, il s'est repoussé, il s'est recouché, il s'est remis. Et il m'a dit, oui, je suis fatiguée aujourd'hui, il m'a dit. Et ben, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci. Et souvent, en fait, quand ils arrivent, c'est souvent après l'école, donc c'est vrai qu'ils ont l'habitude de se décharger un petit peu, et puis on termine souvent par un temps calme. Et là, je lui dis, mais tu sais,
On peut faire le temps calme, on peut faire... Enfin, c'est pas une horloge ici. C'est juste ce que ton corps te dit, ce que tu as besoin, et voilà, on va voir ensemble. Je lui dis, tu sais, c'est un peu comme une recette de cuisine, hein, avec plein d'ingrédients, on peut faire des cadeaux et des gâteaux différents, donc voyons ce qu'on va faire aujourd'hui. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah oui, est-ce qu'on peut commencer par la détente, il m'a dit. Et puis on prend le renne pour la faire aujourd'hui. Là, je lui dis, écoute, ok. Et puis on commence par les pieds, il m'a dit. Je dis, ok. Et puis je vais enlever mes chaussettes. Je dis, oui, enlève tes chaussettes, il n'y a pas de problème. Et puis il m'a dit, tu peux commencer par le gauche et puis aller sur la tête et puis le cou, parce que qu'est-ce que c'est agréable le cou, il m'a dit. Donc, voilà, je voulais juste vous partager cela. Alors, je crois que Isabelle, tu voulais parler d'une réaction sur le web. Ça marche? Oui. Alors, en fait, les échanges vont très vite et une question en amène une autre. Et il y a simplement une petite remarque de Sophie Abrespin sur ce que Frédéric Brunti a dit il y a presque 10 minutes. Donc, ça fait un peu réchauffer. Mais voilà, simplement, quand tu as parlé, Frédéric, de parcours moteur, elle a simplement voulu rajouter qu'il n'y a pas que les parcours moteurs qui participent à la construction de l'identité de l'enfant, mais aussi tout l'éveil sensoriel qui est autour et qui contribue aussi à... Voilà, c'était juste une petite remarque. Alors du coup, comme dans les échanges un peu nourris que vous avez eus, je ne vais pas oser vous interrompre. Voilà. Dont je parlais tout à l'heure. Tu avais... voilà. Mais c'est pour ça, dans les échanges, c'est en temps réel. Hein. Je vais juste dire que parcours, on peut l'entendre en 2 mots et en 2 verbes. Joli, Dolores. Ça, c'est pour le 2e tome. Mais c'est vrai, Sophie, que là aussi, dans les échanges, il y a eu quelques petites pépites sur le sensoriel, mais on n'a pas développé. Effectivement, hein, quand vous pensez motricité, pensez 5 sens et peut-être même 6 et 7 et 8 sens, hein, puisqu'on commence à se dire qu'on n'est pas limité juste à 5 sens. Donc, oui. Oui, il y a la proprioception, mais il y en a encore plein. L'idée du chaud et du froid, l'idée de la gravitation aussi, le sens gravitaire, etc. Donc, du coup, pensez au sensoriel quand vous pensez motricité. Et même dans les parcours moteurs, c'est toujours très intéressant aussi de rajouter des éléments sensoriels et de ne pas faire juste piscine à balles et cerceau et trampoline. Mais exploser les parcours moteurs, faites créer des parcours par les enfants, c'est toujours plus intéressant aussi. Et surtout, laissez-les. Il y a Lucie Meunier, qui est psychomotricienne aussi, qui a écrit Le bébé en mouvement et bouger à la crèche, et qui dit qu'un parcours moteur à la queue leu-leu, c'est un petit peu transformer les enfants en petits soldats et les EJE en agents de police. Donc, je ne sais pas si ça vous fait rêver, mais on peut se dire que du coup, un autre monde est possible, une autre crèche est possible et d'autres parcours moteurs sont possibles aussi. Dernière chance pour un partage, une question dans la salle. Non, vous n'êtes pas plus. En tout cas, merci pour celles qui ont pu poser des questions et faire des remarques. On arrive au moment de la conclusion, donc qui ne sera peut-être pas, qui n'est pas une fin, mais plutôt une ouverture, et qui ouvrira peut-être sur un tome 2. Hein. Voilà, en tout cas, il y a matière. Voilà, et justement, un message de la filière, mais aussi collectif, puisque voilà, on a beaucoup échangé pour préparer
cette présentation. Et donc, c'était de vous dire, là, je m'adresse aux étudiants en fin de parcours, ceux qui sont en cours, mais aussi aux professionnels qui sont sur le terrain, de ne perdez pas l'habitude d'écrire. Parce que c'est vrai que pendant ces 3 années, ce qu'on se disait, c'est que vous avez beaucoup écrit. Et voilà, ne perdez pas l'habitude d'écrire, puisque là, vous voyez sur ce collectif de 14 auteurs, en fait, il y a quand même 4 JE et 2 jardinières d'enfants. Donc, voilà, c'est presque la moitié d'éducateurs de jeunes enfants. Donc, voilà, vous avez tout à fait votre place et légitimité, justement, pour écrire voilà, dans les structures, mais aussi au-delà. Et voilà, vous aurez des occasions, ou en tout cas, vous pouvez les provoquer ou les demander pour continuer à écrire et à partager ce que vous vivez sur les terrains. Merci aux collègues de la technique. Donc, on avait Émilie, Thomas, Pascal, Pierrina, et puis aux collègues de la filière qui nous ont rejoints cet après-midi, donc Isabelle et Peggy, et Marie-Noël, qui, donc, sans ces apports techniques, enfin voilà, cette structuration technique qui est quand même un peu un jeu d'équilibre, vous en êtes rendu compte, voilà, entre le distanciel et le présentiel. Mais voilà, toujours intéressant, comme ça vous pourrez partager le lien, voir et revoir cette présentation sur la chaîne YouTube de l'EDSUP. Et donc, merci beaucoup pour votre participation et merci aux autrices. Merci à vous, merci à l'EDSUP de nous avoir reçus. Voilà, bon après-midi.